doucement. Ma cousine s'arrêtait parfois, me lâchait la main et se baissait pour relasser ses chaussures. Une fois le pied droit, une fois le pied gauche. Ses lacets se dénouaient tout le temps. C'était très amusant. Alors je restais en face d'elle, parfois sur la pointe des pieds, et je regardais dans son corsage bien échancré. Elle mettait le temps nécessaire à me laisser contempler ses seins un peu lourds, qu'elle faisait ballotter, exprès, sans en avoir l'air, puis se redressait, me reprenait la main, et nous nous remettions en route comme si rien ne venait de se passer. Le chemin empierré entre les vergers, bien dessinés, devenait de terre sèche dans la descente vers le bois. Je marchais les yeux au sol, soucieux seulement de savoir quand les lacets de ma cousine se déferraient à nouveau. J'avais de grosses galoches à semelles de bois, en pleine de cuir, où battait mon talon. Je marchais sur les branchettes que je rencontrais pour le plaisir de les entendre craquer. Je frappais du pied les crottins de cheval desséchés et poussiéreux qui roulaient comme de grosses billes mal arrondies et éclataient souvent, plus brunes, humides encore à l'intérieur. À certains endroits parmi les crottins, il y avait de gros scarabées bleu foncé, presque noirs, luisants et pleins de majesté. Je m'accroupissais pour les regarder et je les retournais sur le dos avec un petit bout de bois. Ils agitaient stupidement leurs pattes pour se remettre d'aplomb et je découvrais dans les plis de leur ventre annelé de minuscules pucerons bruns. Ma cousine parfois grimpait sur le talus pour cueillir une fraise des bois quand celle qu'elle voyait était hors de sa portée. Elle s'allongeait, s'étirait un pied en avant, sa jupe tendue remontait au-dessus des genoux, et cela me faisait une drôle d'impression d'entrevoir, ainsi dessinées, ses cuisses et ses hanches avec leur mystère livré, en spectacle aux petites bêtes invisibles du sol. Je rêvais d'être scarabée ou fourmi et de me trouver sous ma cousine au moment où elle faisait cet écart pour cueillir la fraise des bois. Alors, maternelle, elle m'apportait celle-ci sur sa tige comme une petite fleur lourde que j'avalais prestement. Près du grand massif d'orties, nous prenions à droite vers les prés et la rivière. Le chemin devenait plus humide. Des ornières profondes y étaient creusées dans la terre molle où l'on avait jeté, à certains endroits, des pierres plates pour faciliter le passage des charrettes, ou même des branches qui devaient raffermir le sol. Elles avaient séché et craqué au passage, parfois feuillues, encore éblouissantes à leur extrémité. Avant de m'engager dans ce chemin, je frappais les orties avec ma baguette pour les voir se casser en deux. C'était comme si je fauchais, on ne m'avait jamais encore laissé manier une faux. J'en brûlais d'envie. Cette grande lame coupante comme un rasoir, promenée à grands gestes balancés devant les pieds, quelle puissance! Derrière les orties, il y avait un petit mystère qui m'intriguait. C'était un tas d'immondices anciennes, vieux tessons, ferrailles, boîtes à conserve, casseroles éculées, fioles inutilisables, que j'aurais voulu examiner à l'aise malgré une sorte de répulsion et la crainte de me blesser. Quand je frappais les orties, dégageant ainsi un passage, j'entrevoyais le sordide trésor qui paraissait s'être tassé depuis la dernière fois. Absorbé peu à peu par la terre dans laquelle il finirait à la longue par se résorber, il y avait là une bouilloire d'émail bleu, si belle dans cette rouille dévorante, et un ressort de lit. Spirale vivante que j'aurais voulu prendre pour m'asseoir dessus, la comprimer de tout mon poids et partir ainsi, en faisant des bonds avec cette merveilleuse force mécanique à mon derrière. Mais ma cousine m'entraînait. Elle disait: Viens, laisse donc, ce sera pour une autre fois. Et je la suivais, avec un demi-regret, heureux cependant de garder mon désir et mes illusions. Nous arrivions bientôt au grand pré au bord de l'eau, qui appartenait à mon oncle. Nous poussions la barrière brune, vermoulue, qui se fermait par un fil de fer. Je crachais en passant sur la petite pancarte pêche réservée, et ma salive presque toujours manquait son but. Puis soudain, joyeux, nous nous mettions à courir dans l'herbe. Je croyais que j'étais un jeune veau et ma cousine une génisse blanche. Nous longions un petit ruisseau fangeux, bordé de roseaux et de rennes des prés, et tout à coup, parvenus sur la butte, la grande prairie fauchée qui nous jetait au nez l'odeur de son foin coupé. Nous allions faner, dans un fossé sous quelques branches. Nous retrouvions les râteaux de bois à longues dents luisantes. Le mien était plus petit, très léger. Il y avait de minuscules trous de verre dans le manche. Je me mettais tout de suite au travail avec la bonne volonté naïve de l'enfance.
Ma cousine avait une halette, grand chapeau, frais, bleu et blanc, qui lui ombrageait le visage et dont un petit volant flottait sur sa nuque rouge. Le soleil était ardent. En silence, pendant de longues minutes, nous travaillions sans nous regarder. Puis je me redressai appuyé à mon râteau, et je contemplais ma cousine. La sueur plaquait à son dos sa robe de coutil. Par devant, quelque chose que je connaissais bien dansait dans son corsage. J'avais envie de courir vers elle, de me blottir contre son grand corps chaud, de cacher mon visage dans ses bras et d'écouter de tout près battre son cœur. Cela devait être doux et tiède, sentir à la fois le foin et la chair. Mais je changeai d'avis. J'allais faire pipi derrière la haie avec une étrange pudeur et je me regardais longuement, jusqu'à éprouver un chatouillement. Tout était sur le point de bourdonner en moi, le ciel basculait, je me serais laissé tomber, mais je me reprenais vite. Je ramassai mon râteau et je me remettais au travail. Parfois c'étaient les sauterelles qui retenaient mon attention en se détendant violemment à mon approche. Je les guettais et les attrapais assez adroitement, les doigts réunis en pointe et la main jetée en avant. La sauterelle venait buter dans ma pomme. Je desserrais les doigts, tout doucement, l'un après l'autre, jusqu'à ce que je découvrisse une patte, ou le corps articulé au bout duquel perlait une petite goutte brune et luisante, ou encore la tête casquée, verte et solide, construite pour le choc. Cette fois-là, nous étions assis à l'ombre, près de la haie. Derrière nous, le bois exhalait sa fraîcheur. Ma cousine avait enlevé sa halette. Ses cheveux étaient défaits, les bras levés. Elle renouait son chignon. Elle riait, des épingles entre les dents. Quand elle eut fini, elle prit le panier à provisions et le posa entre ses jambes. Elle déballa notre déjeuner enroulé dans une serviette à carreaux rouges et blancs. Je tendais une grande tartine blanche où le beurre avait fondu. La gelée de groseille qui étalait ma cousine coulait à travers les portes de la mie et me poissait les doigts. C'était charmant, je me sentais heureux, je riais de tout. De la guêpe qui ronronnait autour de nous, se posait au bord du pot de confiture, s'éloignait, revenait à l'accueillir. Cette fois, puis à mon genou. De la sauterelle qui avait achevé un bond imprudent dans la tasse de café, au lait posé à côté de ma jambe nue. Lorsque nous eûmes mangé et bu, ma cousine enfonça le gros bouchon de liège taillé au couteau dans le goulot de la cruche en grès qui contenait notre boisson. Elle s'enfuit la poser sous la haie bien au frais. Maintenant, dit-elle, nous allons dormir un peu. Viens ici. Elle s'étendit sur le dos, les mains à la nuque, et m'offrit son ventre pour oreiller. J'étais déjà à genoux près d'elle lorsqu'une curieuse sensation d'angoisse m'immobilisa. Le ciel s'obscurcissait tout à coup. Un gros nuage s'attaqua au soleil, le noya dans un brouillard transparent, puis brusquement l'engloutit. Une ombre énorme envahit la prairie, tout le paysage et fut sur nous dans le même instant. Présence froide, presque glacée, tout paraissait moins beau subitement. Les fleurs avaient perdu leur éclat, les petits insectes ne se montraient plus dans l'herbe, la vie s'était arrêtée, un peu de vent se leva. Nous étions assis tous deux, silencieux, étonnés, contrariés dans nos projets de sommeil ou de jeu. Passa très bas alors un étrange oiseau noir à l'encol. Ses ailes membraneuses, dans l'air résistant, faisaient un bruit de rame. Il tourna et se mit à planer, rigide, décrivant des courbes très rythmées, comme des balancements. Lorsqu'il était au-dessus de nous, sa vitesse était telle que son glissement produisait un sifflement grave, suivi d'un remous d'air. Ses pattes étaient repliées sous son ventre et je les vis jaunes sur son duvet noir. Je ne l'oublierai jamais, n'ayant jamais rien vu de pareil. Il poussa un cri rauque, comme un râle, prit de la hauteur et disparut soudain à mon regard. Était-ce de lever trop la tête que j'eus comme un éblouissement? J'entendis seulement très haut dans le ciel, cette fois, au-dessus du nuage, la criaillerie d'une multitude d'oiseaux qui semblaient faire toute route vers une destination inconnue. Instinctivement, je m'étais rapproché de ma cousine. Je voulus appuyer mon épaule à la sienne en un geste d'abandon confiant. Elle me repoussa brutalement. Elle posa loin d'elle, avec mauvaise humeur, le panier à provisions et enfouit son visage dans ses mains. Je n'osais parler respectant ce silence subit. Peut-être
Se ressentait-elle d'avoir mangé trop vite ou d'avoir trop longtemps travaillé en plein soleil? On connaît ce martèlement qui vous torture les tempes, parfois lorsque l'on passe de la lumière trop crue à l'ombre et qui vous laisse anéanti pendant de longues minutes, en proie à une migraine percutante. Je regardais les mains de ma cousine, elles paraissaient moins rouges, moins luisantes, pâles, presque grises. À genoux devant elle, je m'approchai gentiment pour dégager son visage. Elle grogna. Laisse-moi. Mais qu'as-tu donc? Fis-je tout désemparé. Es-tu malade, fâché? Je pris ses mains dans les miennes et voulus les écarter doucement. Elle se détourna avec vivacité, se renversa en arrière sans abaisser les bras et se mit à se débattre avec une brusquerie méchante. Son pied m'atteignit violemment dans le flanc. J'aurais pu croire encore à un jeu si ce geste avait été suivi d'un éclat de rire ou d'une caresse bourrue. Non, c'était sérieux. Elle se retourna sur le ventre et se cacha la figure dans l'herbe, signifiant par là que j'avais à la laisser tranquille. Je ne sais alors quelle idée me prit. Je m'assis à cheval sur ses reins souples et la chatouillai le long des côtes. Elle cria non, non, fini, et serra les bras contre son corps pour m'empêcher de glisser les mains où je voulais, mais j'étais adroit, décidé à la dérider, et je me cramponnais. Alors elle se dressa d'un bond violent, se débarrassant de moi comme un cheval d'un mauvais cavalier, et me fit face. Je fus debout, aussitôt, devant elle, mes jambes tremblant d'énervement, ne comprenant plus rien et confus de mon audace. Ah, l'étonnante vision! Ma cousine, était-ce bien encore ma cousine? Fixait sur moi des prunelles de vieille femme méchante, ses cheveux étaient maigres et grisonnants, sa face plate et livide, son cou démesuré, décharné, avec les tendons apparents. Elle mâchonnait salement quelques restes de nourriture, je voyais sa bouche aux lèvres blanches pointer en avant comme un soupir. Ce corsage vide, ce nez osseux, ces bras squelettiques, quelle effrayante métamorphose! Je fis demi-tour immédiatement, épouvanté, et d'étaler sans un cri. Une frayeur insensée me poussait droit devant moi à travers les prés. Je me crus poursuivi par cette horrible femme, je l'imaginais lancée à mes trousses, sa jupe se relevant à chaque enjambée sur ses cuisses décharnées, ses mains crochues, tendues en avant pour m'agripper par la nuque ou les épaules, cette bouche immonde, avide de Dieu sait quel baiser. Je courais sans oser tourner la tête. Sûrement, je gagnais du terrain. Le chemin montait vers le village. Je m'essoufflais à vouloir soutenir l'allure. Dans ma poitrine, mon cœur me faisait mal. Il commençait à pleuvoir. De grosses gouttes firent chanter les feuilles des buissons. Une averse drue me trempa bientôt de la tête aux pieds. Je courais toujours. À la première maison, je m'abritais, les cheveux collés au visage, les mains à la poitrine haletant. J'étais incapable de prononcer une parole, les yeux fixés sur la porte que j'avais renfermée derrière moi en entrant. Une femme m'avance à une chaise où je m'affalais puiser. J'ai gardé le souvenir de cette paille régulière sous mes cuisses nues. On me regardait sans m'interroger. Je faisais pitié. On me tendit un essuie-main pour m'éponger un peu. Comme je reprenais mon souffle, une carriole passa sur la route. La femme ouvrit la porte et héla le conducteur. C'est ton oncle, me dit-elle. Il pencha la tête et me vit sur le seuil. Il m'appela, me fit monter près de lui et secoua les rênes. Le cheval fumant sous la pluie se remit en marche. Nous étions silencieux. Mon oncle me regardait avec une attention étrange. Finalement, il demanda: D'où viens-tu? Je baissai la tête. Où est ta cousine? Je me mis à pleurer dans mes mains. Le cheval trottait, les roues sur la route empirées faisaient un bruit monotone. Toi, mon garçon, tu as eu peur de quelque chose. Je pleurais de plus belle. Il soupira tristement. Nous arrivâmes enfin. Mon oncle et ma tante échangèrent un regard lourd de signification. On me fit monter dans ma chambre pour changer de vêtements. En bas, on parla longuement. Puis ma tante, les yeux rouges, vint me dire de préparer mes paquets. Elle était triste, très grave, mais ne m'expliqua rien. Je ne protestais pas, je redoutais à présent trop de choses pour ne pas avoir hâte de m'éloigner de cette maison dont je devais ignorer longtemps encore le sortilège. Une heure plus tard, mon oncle me reconduisait à la gare et me confia un voyageur qui me mena jusqu'à ma mère. À celle-ci, je racontai tout, tout. Elle m'écouta avec une tendre anxiété, puis me serra très fort dans ses bras. Pauvre petit, dit-elle très émue, je n'aurais jamais dû. Je croyais à des bavardages. Les gens sont si mauvais. Oublie tout cela. Je ne pensais pas que ce fût possible, que de pareils êtres existassent encore de nos jours. Elle me couvrit de baisers comme si quelques événements avaient failli m'enlever à elle à jamais.
Mes vacances étaient terminées. Je ne retournai plus chez mon oncle cette année-là, ni après. Je ne revis jamais ma cousine et personne ne me parla plus d'elle. Je compris seulement plus tard, beaucoup plus tard, arrivé à l'âge d'homme.